Février 2026. Ouais, La nuit tombe sur le Parc des Princes. L'air est vraiment glacial, mais sur le terrain, la tension est juste palpable. c'est le moins qu'on puisse dire. L'atmosphère était électrique. Exactement. On est en plein cœur des barrages de la Ligue des Champions. Les fameux matchs coup près. Voilà. D'un côté, t'as le Paris Saint-Germain, champion en titre, devant son public, sûr de sa force. Mhm. Et de l'autre, l'AS Monaco, qui arrive avec une intention hyper claire, faire dérailler cette machine parisienne. Et ils y ont cru? Ah, ils ont cru. Mais ce qui s'est déroulé lors de cette soirée, c'est l'histoire d'une dissonance tactique absolue. C'est le mot. On a assisté à une collision frontale entre une tragédie collective pour le club monégasque et, en même temps, une forme d'héroïsme individuel assez rare à ce niveau. Très très rare même. On a tous en tête ce score cumulé de 5-4 en faveur du PSG. Ouais, validé après ce fameux match nul de partout au retour. C'est ça. Mais l'idée de notre exploration aujourd'hui, c'est d'aller fouiller bien au-delà de ce que raconte le simple tableau d'affichage. Et c'est là que ça devient fascinant. Parce que le football, particulièrement dans ces grandes soirées européennes, ça se résume jamais à une simple soustraction de buts à la fin du chrono. Clair. Et pour mener cette analyse, on a compilé pas mal de sources. Des sources très pointues. Ouais, des comptes rendus ultra détaillés de la rencontre, des jeux de données statistiques individuels vraiment précis sur les joueurs. Et on a aussi intégré l'analyse d'un journaliste sportif espagnol. Andy Onrubia Ramos, exactement. Un observateur de premier plan. Donc on a vraiment une vision à 360 degrés. Notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre l'anatomie de cette élimination monégasque. Comment un plan de jeu peut voler en éclats sur un simple détail disciplinaire? Voilà, une erreur fatale. Et surtout, analyser comment, au milieu de ce naufrage complet, un seul joueur a réussi à capter l'attention de l'Europe entière. Le milieu sénégalais Lamine Camara. C'est ça. Commençons par la chronologie de la rencontre. Je suis prête. Parce qu'avant que tout ne bascule, Monaco livrait une partition quasiment sans fausse note. Ah mais si on se penche sur la première mi-temps, le dispositif monégasque, c'était un modèle de résilience en fait. Ils ont tenu le choc face au bloc parisien, Ils ont fait mieux que ça, ils ont réussi à absorber la pression sans rompre. en coupant les lignes de passe. Exactement, surtout vers l'axe. Et puis il y a eu cette concrétisation tellement clinique. Ce but de Mané Saklouche, À la 45e minute, oui. juste avant la mi-temps. C'est exploiter la pire fenêtre psychologique pour l'adversaire. Frapper juste avant de rentrer au vestiaire, c'est dévastateur. On imagine l'onde de choc au parc. Ah bah c'est le silence. Monaco mène, la qualification semble soudainement à portée de main, le plan fonctionne à merveille. Tout était parfait. Et pourtant, tout le récit de ce match va se disloquer en seconde période, autour d'une seule action, L'expulsion de Koulibaly. le carton rouge, le tournant du match. C'est la rupture d'équilibre par excellence, hein. Et je suis convaincue qu'il faut bien mesurer ce que signifie un carton rouge dans ce contexte très précis. C'est-à-dire, C'est pas juste un joueur en moins. Non, se retrouver en infériorité numérique face au PSG, sur la pelouse du Parc des Princes, c'est pas juste un handicap physique, c'est quoi alors? c'est une condamnation géométrique. Une condamnation géométrique, j'aime bien l'expression. En fait, le PSG, c'est une équipe qui confisque le ballon, on le sait, Et qui étire les lignes. à l'extrême. Donc, quand Monaco perd Koulibaly, c'est tout un pan de leur couverture défensive qui s'évapore d'un seul coup. Tous les automatismes sautent. Voilà. Les circuits de compensation que les joueurs avaient bossés pendant des semaines à l'entraînement deviennent soudainement caducs. Mais concrètement, sur le terrain, ça se matérialise comment, cette condamnation géométrique? Parce qu'on voit bien que la sanction au score a été quasi immédiate. Ça se matérialise par l'apparition de demi-espaces. Des zones qui étaient fermées avant. Voilà, des espaces que les Parisiens n'avaient pas en première mi-temps. Le bloc monégasque, il est forcé de se recroqueviller pour compenser le joueur manquant. Donc ils concèdent du terrain. Forcément, sur les ailes ou dans l'interligne. Et face à des joueurs de classe mondiale, offrir ne serait-ce qu'une seconde de réflexion en plus, Ou juste 1 mètre d'espace libre. c'est suicidaire. Les Parisiens n'ont même plus besoin de forcer les roues, en fait. Il suffisait d'exploiter la béance laissée par l'expulsion. Exactement. Et la sanction, elle a été d'une froideur terrible. Marquinhos trouve l'égalisation à la 60e minute, En profitant d'un repli forcément désorganisé côté Monaco, et à peine 6 minutes plus tard, paf. Kvichak, Kvaratskhelia, Kvaratskhelia qui enfonce le clou à la 66e. En l'espace d'une poignée de minutes, l'espoir monégasque est totalement réduit en cendres. c'est foudroyant. C'est fascinant et d'une certaine manière terrifiant de voir à quel point l'exigence du très haut niveau pardonne rien.
Elle tolère aucun écart disciplinaire. C'est ça. C'est la réalité implacable de la Ligue des Champions. Une erreur d'appréciation, un excès d'engagement et... Oh, et tout l'écosystème tactique s'effondre. Voilà, Monaco a été aspiré dans un tourbillon de transition parisienne. Ils ont complètement perdu la maîtrise du tempo. Même s'il y a eu ce sursaut d'orgueil à la fin, L'égalisation de Jordan Thésée, oui. à la 91e minute, une égalisation pour l'honneur qui fixe le score à 2-2 sur la soirée, mais bon, Ça change rien au destin de la double confrontation. non, le score cumulé de 5-4 valide le ticket du PSG pour les huitièmes de finale, où des géants comme Chelsea ou le Barça les attendent de pied ferme. Et pour Monaco, c'est le terminus européen. Ils retournent au championnat là avec sûrement un gros goût de cendre dans la bouche. C'est cruel. Mais justement, cette faillite collective, elle rend la lecture de nos sources d'autant plus troublante. Ah oui, le grand paradoxe de la soirée. Parce qu'au moment précis où le bloc monégasque a explosé en vol, il y a un joueur qui a vu ses métriques grimper au lieu de s'effondrer. C'est là que notre analyse prend vraiment toute sa dimension. La performance de Lamine Camara. C'est une anomalie totale. Statistique et visuelle, oui. Parce que quand un collectif coule face à un adversaire supérieur en nombre, la norme, c'est que les stats individuels des milieux de terrain plongent avec le reste de l'équipe. Il se noie, quoi. Habituellement, oui. Alors, je vais me faire l'avocat du diable un instant. Vas-y, On lit dans les rapports une note de 7,5 attribuée à Camara pour ce match. c'est une excellente note. Oui, mais dans une rencontre où ton équipe encaisse 2 buts en 6 minutes et prend la porte de la compétition, est-ce qu'on souffre pas un peu du syndrome du héros solitaire, là? C'est une objection légitime. Est-ce qu'une performance individuelle, aussi brillante soit-elle, peut vraiment être saluée avec un 7,5 au milieu d'un tel fiasco collectif? Je comprends tout à fait le doute. Il est vrai que les notes individuelles post-élimination, c'est souvent sujet à caution. On a tendance à chercher un sauveur. C'est ça. Mais si on décortique les données qu'on a là sous les yeux, on comprend très vite que ce 7,5, c'est pas une récompense de complaisance. C'est basé sur du concret? Ça traduit une vraie résistance systémique. Prenons un premier chiffre. 49 ballons touchés sur les 90 minutes. 49 ballons. Et toucher 49 ballons dans une équipe réduite à 10, qui est acculée dans son propre camp face au PSG, ça relève plus de la simple statistique. C'est quoi alors? C'est de la géométrie appliquée, encore une fois. Camara, il a dû constamment redessiner les triangles de passe de son équipe pour compenser le vide énorme laissé par Koulibaly. Il devait être partout. Il s'agissait d'offrir une ligne de passe viable en permanence, là où le PSG pensait avoir verrouillé tous les angles. Donc c'est pas juste courir beaucoup, Non, pas du tout. c'est courir au bon endroit pour exister malgré la pression. C'est de l'intelligence spatiale. Et c'est là que les pourcentages de réussite deviennent vraiment intrigants dans nos sources. Les données montrent 84% de passes réussies globalement. Ce qui est énorme, vu le contexte. 27 passes sur 32. Mais la stat qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est ce ratio dans le dernier tiers du terrain. Ah oui. 58% de passes réussies dans le dernier tiers. 7 passes sur 12. Réussir ça, alors que la consigne tacite à ce moment-là, c'est sûrement juste de balancer le ballon devant pour survivre, c'est assez contre-intuitif. Face au contre-pressing féroce du milieu parisien, maintenir un ratio de 58% de passes vers l'avant, dans la zone de vérité en plus, c'est un exploit tactique. C'est clair. Et il faut se rendre compte du coût métabolique d'une telle lucidité. C'est exorbitant. Le coût métabolique, l'énergie que ça pompe au cerveau. Exactement. Camara devait être dans la même séquence de jeu, absorber la charge physique du duel défensif, sécuriser sa récupération de balle, lever la tête immédiatement. Tout en étant pressé. Oui, et trouver une fenêtre de passe verticale précise, ça indique clairement qu'il refusait la fatalité du bloc bas. Il refusait de juste subir. Voilà, il n'était pas seulement dans l'interception, il cherchait activement à fracturer la première ligne de relance parisienne pour donner un peu d'air à son équipe. Pour reprendre une image, c'est un peu comme s'il essayait d'écoper l'eau d'un navire en train de sombrer tout en tentant simultanément de construire un nouveau mât avec l'autre main. C'est une excellente métaphore. Et l'engagement physique qu'on lit dans ces lignes de stats confirme cette débauche d'énergie. J'ai les chiffres là, 60% de duels au sol remportés. Face aux techniciens parisiens, c'est fort. C'est 6 sur 10. Et on a un 100% de tacles réussis, 1 sur 1. Il subit d'ailleurs 3 fautes. Signe évident qu'il a fallu l'arrêter illégalement pour stopper ses sorties de balles. Exactement. On note aussi un 50% de réussite sur ses tentatives de dribble, soit 2 sur 4. Et pareil pour les passes longues, 50%, 2 sur 4. Ces chiffres, ils illustrent la charge de travail colossale qu'exige le poste de milieu box-to-box dans le foot d'aujourd'hui. À plus forte raison en infériorité numérique. Gagner 6 duels sur 10 au sol contre une équipe de possession comme le PSG, ça implique une lecture des trajectoires parfaites, Et de l'agressivité.
Une agressivité sur le porteur du ballon qui est extrêmement chronophage en énergie, oui. Et ce qui m'impressionne le plus personnellement, Dis-moi, c'est cette capacité à muter instantanément. passer d'un rôle à l'autre, Voilà, il passe du ratisseur de ballon rugueux au relanceur hyper fin, capable d'éliminer son vis-à-vis par le dribble juste pour créer le décalage. d'ailleurs, en regardant le tableau d'excellence, il y a une ligne qui fait un peu tâche, mais qui prête presque à sourire. Je vois de quoi tu parles. 0% dans les duels aériens. Ouais. 0 remporté sur un seul disputé. C'est la petite imperfection. Voilà, mais ce petit accroc, il est très vite effacé par la ligne juste en dessous, la création d'une occasion de but net. Générer une opportunité de but dans un tel contexte de survie absolue, c'est la validation finale de son influence sur le jeu. C'est clair. Ce 0 pointé dans le domaine aérien, au final, ça souligne juste qu'il n'est pas un profil de fixation axiale classique. C'est pas une tour de contrôle. Non, c'est un joueur de mouvement et d'anticipation au sol. La création de l'occasion de but, par contre, ça synthétise tout son apport. Une vision périphérique maintenue intacte malgré l'asphyxie de son équipe. Et c'est là qu'il est super intéressant d'élargir un peu la focale. On a évoqué au début l'analyse d'Andione Rubia Ramos, Le journaliste espagnol. oui, qui couvre l'actualité parisienne pour des médias majeurs comme le Diario AS ou la Cadena Ser. Une vraie référence. Et quand la presse espagnole, qui est généralement obsédée par la fluidité technique et le fameux jeu de position, s'arrête sur une prestation individuelle dans un match aussi âpre, c'est un signal super fort. Ah, la grille de lecture espagnole, elle est très exigeante sur le comportement des milieux de terrain. Le fameux toqué. C'est ça. La culture du toqué privilégie la prise d'informations rapide et la conservation sous pression. Donc s'il valide Camara, Qu'un observateur imprégné de cette philosophie soit frappé par la copie rendue par le Sénégalais, ça donne une épaisseur vraiment supplémentaire aux statistiques brutes qu'on vient de balayer. la citation de Ramos dans nos sources est hyper évocatrice. Il note, je cite, « Impressionnant match de Lamine Camara. Le PSG ne sait pas comment le freiner, même avec 2 joueurs sur lui. » Cette notion de résistance à la double prise, c'est le point clé. C'est fou quand on y pense. Déséquilibrer le dispositif défensif parisien à lui tout seul. C'est un indicateur de niveau mondial. Tactiquement, échapper à une double pression, ça demande des qualités biomécaniques et spatiales très spécifiques. Utiliser son corps. Utilisation optimale de son corps en opposition pour protéger le cuir, oui, mais surtout une vitesse d'exécution incroyable lors de la première touche de balle. Parce que si le contrôle est mauvais, c'est mort. Ce fini. Et si le PSG, qui a pourtant l'avantage numérique sur l'ensemble du terrain, se retrouve contraint d'envoyer 2 joueurs au pressing sur Camara sans parvenir à récupérer le ballon proprement, ça veut dire qu'il lit le jeu avant eux. Ça démontre qu'il trouvait systématiquement la porte de sortie avant même que le piège ne se referme sur lui. Impressionnant. Et l'analyse de Ramos va même plus loin dans le constat de cette polyvalence. Il rajoute quoi, Sam? Il précise, en plus d'être un véritable poumon physique sans ballon, il a, balanquier, la capacité d'échapper à la pression adverse et de lancer le jeu en profondeur. On retrouve exactement ce qu'on disait tout à l'heure avec nos datas. C'est ça, mais formulé avec l'œil du tacticien. Cette dualité entre le travailleur de l'ombre et le meneur de jeu. C'est la synthèse parfaite du milieu de terrain élite moderne, en fait. On n'en voit pas souvent des comme ça. On croise souvent des poumons physiques capables de harceler l'adversaire pendant 90 minutes. Des marathoniens, quoi. Ouais, mais dont la justesse technique s'étiole complètement dès qu'ils récupèrent la balle. Et à l'inverse, À l'inverse, on voit des manueurs de ballon soyeux, très techniques, mais qui disparaissent totalement lorsque le rapport de force physique s'intensifie. il se cache un peu. Exactement. Donc, incarner les 2 rôles simultanément, surtout face à un adversaire ultra dominant, c'est franchir un palier décisif dans l'évaluation d'un joueur. Ce qui nous amène à la conclusion hyper tranchante du journaliste espagnol. À sa fameuse prédiction. Il prend 0 pincette, il lâche directement profil Première Ligue dès cet été. Bam! Ça en dit très long sur la façon dont l'écosystème du recrutement observe ce genre de prestations. C'est le paradoxe du scouting. Une soirée qui scelle la fin des ambitions européennes d'un club entier devient ironiquement une vitrine individuelle étincelante pour le marché des transferts. Mais l'évaluation des joueurs, particulièrement par les cellules de recrutement des très grands clubs anglais, elle se nourrit de ce type de contexte. De l'adversité, Absolument. La Première Ligue exige une intensité physique de tous les instants, couplée à une justesse technique sous haute pression. donc le match parfait pour se montrer. Évaluer un joueur quand son équipe domine outrageusement, c'est facile, c'est une chose. Mais le scouting de très haut niveau, il cherche avant tout des marqueurs de résilience. Ce que tu appelles les marqueurs de résilience, c'est des questions du genre comment il gère la frustration. C'est ça. Maintient-il sa concentration tactique quand son équipe est réduite à 10 ? Est-ce qu'il se cache ou est-ce qu'il prend le jeu à son compte? Voilà. En dominant structurellement le milieu parisien
Malgré le naufrage collectif autour de lui, Camara a tout simplement coché toutes les cases recherchées par ses recruteurs de pointe. C'est un renversement de perspective vraiment captivant. Oui, Si on résume la dynamique de ce match, telle qu'elle transparaît dans tous nos documents, on se retrouve face à un paradoxe absolu. lequel tu dirais? D'une part, l'indiscipline de Koulibaly a précipité la chute de l'AS Monaco. Ça a transformé une organisation hyper solide en une simple addition d'espace exploitable pour le PSG. Ce qui mène à cette élimination amère avec ce 5-4 cumulé. Et d'autre part, cette même désorganisation a créé les conditions nécessaires pour révéler toute l'étendue du répertoire de Lamine Camara. C'est ça. Sans ce carton rouge, le match aurait probablement été beaucoup plus fermé. Plus tactique, moins chaotique. Et peut-être que Camara n'aurait jamais eu besoin de pousser le curseur de son implication physique et créative aussi haut juste pour colmater les brèches. Et on n'aurait pas vu cette masterclass. C'est une notion essentielle, je trouve, qu'on peut détacher de ce cas particulier et appliquer à plein d'autres domaines. Tout à fait. Le fait qu'un projet d'équipe, que ce soit sportif, entrepreneurial, créatif, aboutisse à un échec, ça n'invalide pas nécessairement l'excellence des composantes individuelles qu'ils l'ont porté. C'est tellement vrai. Savoir isoler la performance individuelle du résultat collectif, c'est vraiment tout l'enjeu de l'analyse pointue. Et cela pousse à se poser une question beaucoup plus large quand on observe le sport de haut niveau au quotidien. Je t'écoute. Si un milieu de terrain peut à ce point rayonner, attirer le regard des recruteurs internationaux et valider des statistiques ahurissantes lors d'une soirée où son club sombre et se fait éliminer, Ouais. dans quelle mesure l'obsession du résultat collectif masque-t-elle les fulgurances individuelles ? C'est la grande question. Combien de joueurs aux qualités exceptionnelles, qui évoluent dans des équipes en grande difficulté ou mal structurées tactiquement, passent chaque week-end sous les radars simplement parce que le tableau d'affichage leur est défavorable ? Je suis sûre qu'il y en a beaucoup plus qu'on le pense. Des talents cachés par la défaite. C'est une réflexion stimulante sur laquelle s'arrêter pour aujourd'hui, ça invite forcément à scruter les rencontres différemment. À chercher ces performances isolées qui résistent au chaos de leur propre équipe. Exactement. Merci d'avoir plongé avec nous dans les méandres tactiques et statistiques de cette soirée de barrage. C'était un